Monsieur, Oui, Christophe. vous avez déjà eu des peines de cœur? Comme tout le monde, je suppose, mais c'est une question bien personnelle. On est là pour faire un cours, je te rappelle. Désolé, monsieur, mais Néfertitine m'a largué parce qu'elle a cru que j'ai embrassé une autre fille. Néfertitine. La sœur de Ramsès. J'aurais dû m'en douter. Ah, le dépit amoureux, ce n'est pas toujours facile. Le quoi? Le dépit amoureux, quand deux amoureux se disputent, croyant, à tort ou à raison, que l'autre ne l'aime pas. Molière a écrit une pièce là-dessus. Vous êtes sûr? J'en ai jamais entendu parler. Ce n'est pas sa pièce la plus connue, je vous l'accorde. Écoutez, je vais vous la raconter le temps que Christophe digère sa peine. Merci. Bonjour chers élèves, je suis le comte de Noiles et je vais vous parler de la deuxième pièce en 5 actes en vers écrite par Molière. Souvenez-vous, lors de ma vidéo sur l'étourdi, je vous ai décrit les difficultés d'écrire une pièce en vers, ainsi que la façon dont les troupes alternaient, pièce en 5 actes avec farce en 1 acte, et la lente maturation de Molière en tant qu'auteur, tout en étant acteur et directeur de troupe. En 1656, l'illustre théâtre était toujours en pérégrination en province. Après la réussite de l'étourdi, l'année précédente, Molière tenta une deuxième pièce en 5 actes en vers que sa troupe représenta pour la première fois à Béziers. Il s'inspira de canevas italiens, une fois de plus, pour le thème du dépit amoureux et pour bien d'autres scènes, comme celui du savant qui refuse de s'arrêter de parler, scène qu'il a déjà utilisée dans La jalousie du barbouillé par exemple. Pour celui du travestissement, il s'inspira de Niccolò Secchi, l'intéressé, datant de 1580, à moins que ce ne soit d'une ode du poète antique Horace. Le dépit amoureux sera rejoué à Paris en 1658. Elle fut parfois remaniée et raccourcie en 2 actes, en simplifiant les différentes intrigues. C'est une pièce en 5 actes en vers qui possède 12 personnages. Éraste, c'est le jeune premier principal. Il est le maître de Gros René et l'amoureux de Lucile. Il crut tour à tour la servante Marinette qui lui assura de l'amour de Lucile, et de l'autre côté Mascarille, serviteur de Valère, qui lui affirma que Lucile a épousé Valère. Il rejeta ainsi Lucile, et on ne le revit plus jusqu'à l'acte 4 pour la scène de dépit amoureux puis de réconciliation. Il redisparut, et on ne le revit qu'à la fin de l'acte 5 comme spectateur du dénouement. Il a été joué par Joseph Béjart, qui montre sa polyvalence en ayant joué un vieillard dans l'étourdi, puis joué un jeune premier dans cette pièce, alors qu'il avait 40 ans. Valère, c'est le second jeune premier, fils de Polydore et maître de Mascarille. Valère est lui aussi amoureux de Lucile, et persuadé qu'il l'a épousée. Il est d'ailleurs spécifié qu'il a consommé le mariage. Il apparaît donc sûr de lui à l'acte 1, se moquant d'Éraste et de ses prétentions, puisque pour lui, l'affaire est déjà conclue. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Il apprécie beaucoup Ascagne, le frère de Lucile. À l'acte 3, il se fit reprocher son mariage secret par son père, Polydore, et confronta son valet de Mascarille. Il tenta de prouver à Albert, le père de Lucile, qu'il était bien son gendre, mais Lucile elle-même nia l'avoir jamais épousé. Complètement perdu, on revit Valère à l'acte 5, vouloir se venger d'Éraste, mais c'est Ascagne qui est annoncé pour l'affronter. Heureusement, la révélation finale le rendit heureux. A noter que Valère a été joué par Louis Béjart, montrant la même polyvalence que son frère. Gros René, c'est le valet fidèle d'Éraste, amoureux de Marinette, la servante de Lucile. Nous avons donc un parallèle comique entre la romance des 2 maîtres et celle plus bouffonne des 2 serviteurs. Prenant fait et cause pour son maître, Gros René rejeta Marinette à l'acte 1, il est jaloux de Mascarille, le serviteur de Valère, complétant le parallèle maître-serviteur. Comme son maître, on ne le revit plus jusqu'à l'acte 4, où il se réconcilia lui aussi avec sa tendre, puis à l'acte 5, comme spectateur du dénouement. Bien entendu, il a été joué par René Duparc, qui avait déjà prêté son gros ventre au personnage de Gros René dans Le Médecin volant. Mascarille. Bien qu'il porte le même nom que le valet de l'étourdi, on est très loin du fourbu impérator. Ce Mascarille-là est naïf, lâche, il révèle tous les secrets de son maître, soit par insouciance, soit par menace. Et des menaces, il en essuie à plein. À l'acte 1, il révéla le mariage secret de son maître. À la boulette.
À l'acte 3, il annonça la venue de Polydore, le père de son maître, puis on le revit se faire menacer par Valère, qui a compris qu'il avait révélé son secret. Mascarille tenta de se défendre en confrontant Lucile, mais cela se retourna contre lui. À l'acte 5, il refusa d'aider son maître à combattre Éraste, montrant toute sa lâcheté, mais aussi son manque de morale, puisqu'il pense devenir l'amant de Marinette à la fin. Albert, c'est le père de Lucile et d'Ascagne. Il a une histoire assez compliquée. Il ne pouvait toucher un héritage important d'un oncle qu'en ayant un fils, sinon l'héritage passait à Polydore. Les deux vieillards sont probablement liés tous deux par le sang à cet oncle mystérieux. Or, la femme d'Albert accoucha d'une fille, Dorothée. Pour garder l'héritage, Albert fit une substitution de bébé avec le garçon d'une de ses bouquetières. 10 mois plus tard, le garçon substitué mourut. Et la femme d'Albert récupéra donc secrètement sa fille chez la bouquetière et la fit passer pour un garçon. C'est bon de revenez, là dans sa maison. Ainsi, Dorothée se fit appeler Ascagne et fut habillée comme un garçon. Elle est habillée comme un garçon. Albert ignorait cette seconde substitution et il était toujours persuadé qu'Ascagne était bien un homme. Il lui proposa même des femmes à épouser. Albert a toujours craint que Polydore ne découvre la ruse, il est rongé de culpabilité. On le vit à l'acte 2 essayer d'en parler à un érudit, mais il ne put en placer une. Puis à l'acte 3, devant l'arrivée de Polydore, il eut un long quiproquo avec lui. Il crut évidemment sa fille Lucile, lorsqu'elle lui affirma que jamais elle ne s'était mariée à Valère, et menaça Mascarille dans une excellente scène où il répondit du tac au tac. On ne le revit plus qu'à l'acte 5, où il a pris pour Ascagne et où il approuva le mariage de sa fille Lucile avec Éraste, ainsi que de Dorothée Ascagne avec Valère. Le personnage d'Albert a été joué par Molière lui-même. Polydore est le père de Valère, et on ne le voit pour la première fois qu'à l'acte 3, dans un long quiproquo avec Albert pour s'excuser de la conduite de son fils Valère qu'il crut s'être marié en secret avec Lucile. Il confronta ensuite son fils avant de sortir, on ne le revit plus qu'à l'acte 5, où il approuva Ascagne Dorothée comme épouse de son fils. Métaphraste, c'est le précepteur d'Ascagne, mais c'est surtout un pédant de Commedia dell'arte. Il n'apparaît que dans une seule scène à la fin de l'acte 2, à interrompre sans cesse le pauvre Albert qui voulait lui expliquer ses malheurs et qui finit par le chasser. En 1658, il a été joué par Ducroisy, qui entrait dans la troupe de Molière. La rapière, c'est un autre personnage classique de la Commedia dell'arte, un rôle de gros bras qui vient pour se battre. Il n'apparaît que dans une seule scène à l'acte 5 pour porter assistance à Valère, mais ses services sont refusés. Un si petit rôle, et de gros bras en plus. Évidemment que c'est Monsieur Debris qui l'a joué. Après les deux jeunes premiers, les deux serviteurs, les deux vieillards et les deux tout petits rôles, passons aux 4 personnages féminins qui marchent également par paire. Lucile, c'est la jeune première de cette comédie. Elle est amoureuse d'Éraste, elle ne comprit pas pourquoi il la rejeta brusquement, ne pouvant pas savoir que Valère s'imaginait l'avoir épousée. Vexée, elle décida par dépit amoureux d'épouser Valère. Elle annonça son soi-disant frère, en réalité sa sœur, Ascagne. Elle s'échauffa avec sa servante, jurant de ne jamais pardonner à Éraste. À l'acte 3, elle fut priée par Mascarille et Valère d'admettre qu'elle a épousé secrètement Valère devant son père. Ne comprenant rien et scandalisée qu'on ose mettre sa vertu en question, elle nia évidemment tout et montra son caractère en giflant Mascarille. L'acte 4 fut la grande scène du dépit amoureux et de la réconciliation avec Éraste, et on ne la revit plus qu'à la fin de la pièce. Lucile a été jouée par la très belle mademoiselle Debris, habituée au rôle de jeune première. Marinette, c'est la première servante rusée accompagnant sa maîtresse que Molière écrivit. Elle a un grand franc-parler, ne se laisse faire par personne, est amoureuse de Gros René et elle est cupide. On la voit dès l'acte 1 monnayer son rôle de messagère, puis être incrédule face au changement d'humeur d'Éraste et Gros René. À l'acte 2, elle soutint sa maîtresse de ne jamais pardonner aux deux ingrats. À l'acte 4, elle participa au dépit amoureux, assista à la réconciliation de sa maîtresse avec Éraste et finit par se réconcilier à son tour avec son gros amant. On ne la revit plus qu'à la fin pour son mariage avec Gros René. Marinette a été jouée par Madeleine Béjart, la sœur de Louis et Joseph. Frosine, c'est la confidente d'Ascagne, sa sœur de lait. Elle n'a pas d'autre qualificatif, on la suppose donc de basse extraction, mais c'est une amie d'Ascagne et non sa servante. Elle est au courant du travestissement d'Ascagne et elle apprit son mariage secret avec Valère au début de l'acte 2. Elle accompagna Ascagne partout et s'attacha à ses intérêts. C'est elle qui eut l'idée d'aller voir la bouquetière, l'amie de sa mère, et qui apprit ensuite le second subterfuge qui fit qu'Ascagne était la fille d'Albert et la sœur de Lucile. Frosine se chargea ensuite de prévenir Albert et de convaincre Polydore d'accepter Dorothée Ascagne comme belle-fille. Frosine, une amie en or. Ascagne.
Ascagne est à mon sens le personnage le plus intéressant de la pièce. Née en tant que Dorothée, fille d'Albert, elle se fit passer pour un garçon pour les raisons que j'ai déjà indiquées. Dorothée grandit donc sous le nom d'Ascagne, convaincue qu'elle n'était pas liée par le sang à Albert et Lucile, mais plutôt la fille de la bouquetière. Adulte, Ascagne réprouva sa sœur Lucile qui rejetait le beau Valère. Ascagne Dorothée finit par tomber amoureuse de Valère et profita de sa ressemblance avec Lucile pour se faire passer pour elle et accepter des rendez-vous nocturnes. Elle finit par épouser secrètement Valère et lui faire admettre de ne révéler ce mariage à personne, et qu'en tant que Lucile, elle fera semblant d'être insensible. Ascagne nous révéla cela à l'acte 2, et sa scène ensuite avec Valère est très ambiguë, car elle essaya de faire comprendre à Valère qu'elle est amoureuse de lui, mais Valère crut voir un frère en Ascagne. La scène suivante, comique de situation, Lucile vint voir Ascagne et prétendit vouloir épouser Valère. La pauvre Ascagne eut toutes les peines du monde à lui prier de ne surtout pas faire ça sans trahir son secret. On revoit Ascagne à l'acte 4, affolée de savoir que le mariage secret a été éventé et que Lucile prouvera qu'elle ne s'est pas mariée à Valère. Elle s'inquiéta du rejet d'Albert, dès qu'il apprendrait qu'Ascagne est une fille, car elle ne lui servirait plus à rien. Heureusement, Frosine apprit la vérité, Ascagne sut qu'elle était la vraie fille d'Albert. À la fin de la pièce, elle put avouer son sexe et son amour à Valère, qui le prit étonnamment très bien, et le couple put rester marié sans mystère. Je n'ai pas trouvé de preuves, mais je ne serais pas étonné que ce rôle ait été joué par Mademoiselle Duparc, la future grande tragédienne. Acte 1. Éraste le maître et Gros René le serviteur sont amoureux de Lucile la maîtresse et Marinette la servante. Justement, Marinette arrive pour donner un mot de sa maîtresse, révélant que Lucile demande à Éraste de demander sa main à son père Albert. Éraste est aux anges et Marinette le fait payer d'une bague avant de partir. Cependant, Valère arrive, heureux comme tout. Éraste a beau lui montrer la lettre de Lucile, Valère continue d'assurer en riant qu'il est certain de l'amour de Lucile à son égard. Éraste et Gros René piègent Mascari, le serviteur de Valère, qui leur révèle que son maître s'est marié secrètement à Lucile avant-hier. Il s'enfuit, Éraste et Gros René sont bouleversés. Marinette revient pour annoncer un rendez-vous avec sa maîtresse ce soir, mais Éraste, très en colère, annonce à Marinette qu'il rompt avec Lucile. Gros René suit son maître et rompt également avec Marinette. Acte 2. Ascagne, le soi-disant frère de Lucile, raconte à son amie Frosine que bien que travestie en homme, elle a le cœur d'une femme, et que non seulement elle est tombée amoureuse de Valère, que Lucile rejetait, mais qu'elle a même eu plusieurs rendez-vous nocturnes avec Valère qu'elle a épousé secrètement en se faisant passer pour Lucile. Valère arrive justement, et Ascagne, troublée, lui avoue que si elle avait été une fille, elle aurait été amoureuse de lui. Ils se jurèrent mutuellement aide et assistance, et Valère sort. Mais voilà que Lucile, qui vient d'apprendre qu'Éraste vient de rompre, et, croit-elle sans raison, débarque pour annoncer à son soi-disant frère qu'elle compte épouser Valère par dépit. Ascagne essaie bien sûr de l'en dissuader et sort sans être sûr de l'avoir convaincu. Lucile et Marinette se jurent tous deux de ne jamais pardonner leurs amants respectifs. Albert entre et ordonne à Lucile d'aller lui chercher le précepteur d'Ascagne. Le vieux père s'inquiète de son fils et craint qu'on ne s'aperçoive qu'il ne s'agit pas de son véritable fils et qu'ils doivent rendre l'héritage à Polydore. Le précepteur Métaphraste n'écoute pas Albert, lui parle latin et l'empêche de s'exprimer. Albert finit par le chasser. Hey, t'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. Acte 3. Mascari annonce à Albert la venue de Polydore. Il n'en faut pas plus à Albert pour croire que Polydore est au courant de la supercherie de son fils, qui n'est en réalité pas son fils. S'ensuit un quiproquo comique, où Polydore vient s'excuser de son fils Valère et de son mariage secret, et d'Albert qui s'excuse d'avoir trompé Polydore, chacun conjurant l'autre d'être généreux et miséricordieux. Ce n'est qu'à la fin qu'Albert apprend que Lucile a soi-disant épousé Valère. Albert sort et Polydore gronde son fils Valère d'avoir effectué son mariage secret. Valère comprend tout de suite que Mascari l'a vendu et le lui fait avouer par une ruse avant de le menacer de mort. Albert entre sur scène après avoir interrogé Lucile, qui lui a bien sûr affirmé qu'elle ne s'était jamais mariée avec qui que ce soit. Tu mens! Il ment! Mascari puis Valère affirme à Albert que le mariage est vrai. Albert appelle Lucile qui fut scandalisée et gifla Mascari. Après le départ de la jeune femme, Mascari insiste, malgré les menaces d'Albert, en proposant d'aller chercher les témoins. Mais Albert ne le crut pas et est parti. Valère part à son tour avec Mascari, furieux. Acte 4. Ascagne se confie de nouveau à Frosine, elle est désespérée que son mariage secret soit éventé, comprenant que Valère et Lucile chercheront à comprendre et que le piège se refermera sur elle. Frosine affirme avoir une idée, mais elle se retire vite devant la venue d'Éraste et Gros René, toujours furieux contre leurs amantes respectives.
Gros René tente un discours philosophique comique sur les femmes, mais finit par s'embrouiller. Marinette et Lucille entrent à leur tour, les 4 personnages ne cessèrent d'affirmer qu'ils rompaient tout rapport entre eux, au point de se rendre leurs cadeaux respectifs, les 2 maîtres poussés par leurs serviteurs. Mais les 2 jeunes premiers finissent par s'avouer que personne ne veut rompre, ils se pardonnent et sortent ensemble. Les 2 serviteurs sont scandalisés du changement d'humeur de leur maître et refont un parallèle comique de la scène précédente avant de se réconcilier, eux aussi. Acte 5. Mascarille se plaint des ordres de Valère qui veut qu'ils entrent dans le logis de Lucille armés au cas où ils fassent de mauvaises rencontres. Valère arrive pour pénétrer dans le logis de Lucille et voilà qu'un bretteur, la rapière, entre pour lui jurer fidélité et lui prêter main forte. Valère refuse et la rapière part. Valère et Mascarille se cachent dès qu'ils virent Ascagne entrer avec son amie Frosine, qui a réussi à faire avouer la vérité à la bouquetière. Ascagne est bien la fille d'Albert et la sœur de Lucille. Frosine a appris la nouvelle à Albert ainsi qu'à Polydore pour que les 2 vieillards approuvent le mariage secret entre Valère et Ascagne. Polydore vient aussi, il appelle Valère et Mascarille et fit croire à Valère qu'il devra essuyer un rude combat car il va être attaqué par Ascagne. Valère en est désolé et refuse le combat. Mais Polydore lui apprend que Lucille épouse Éraste. Les 2 amoureux entrent, Valère est outré et finit par accepter le combat avec Ascagne. L'intéressé entre et Polydore révèle qu'Ascagne est une femme ainsi que sa véritable épouse. Valère en est surpris mais aussi heureux. Il demande pardon à Lucille. Le dernier couple, Gros René et Marinette, se jure mariage aussi. Mascarille affirme qu'il tentera d'être l'amant de Marinette. Fin de l'histoire. Non, je ne prétends plus de me réengager pour un cœur où je vois le peu de part que j'ai. Et si cette aventure a lieu de me surprendre, la surprise me flatte et je me sens saisir de merveilles à la fois, d'amour et de plaisir. Car voyez-vous, la femme est, comme on dit mon maître, un certain animal difficile à connaître et de qui la nature est fort encline au mal. Tout s'arme contre moi. Pour moi, de tous côtés, je vois coup de bâton et gibet à prêter. D'un enfant supposé par mon trop d'avarice, mon cœur depuis longtemps souffre bien le supplice. J'être ainsi marié, ça qu'on n'y sur rien. Puisse cette action se terminer à bien. Un cœur ne pèse rien alors que l'on l'affronte. Il court à sa vengeance et saisit promptement tout ce qu'il croit servir à son ressentiment. J'ai pour moi autant de colère que vous, et je serai plutôt fille toute ma vie que mon gros traître aussi me redonna envie. Non, vraiment tout de bon. Votre ennemi m'est sensible, et pour vous en tirer, je ferai mon possible. Sachez donc que l'amour ne sait point s'abuser, que mon sexe à ses yeux n'a pu se déguiser, et que c'est très subtil sous l'habit que je porte, ont su trouver le cœur d'une fille peu forte. C'est ça, ouais. Bon, allez, faut partir maintenant, madame. Il faut me laisser. Oh, que les grands parleurs sont par moi détestés. Mais quoi, si les savants ne sont point écoutés, si l'on veut que toujours ils aient la bouche close, il faut donc renverser l'ordre de chaque chose. S'il vous faisait besoin, mon bras est tout à vous. Vous savez de tout temps que je suis un bon frère. Dans les 3 pièces précédentes, je voyais presque entièrement les canevas de la Commedia dell'arte avec une touche molièresque dans le médecin volant. Cette fois, avec le dépit amoureux, entre la servante insolente, les quiproquos très drôles, les répliques qui font bouche, le tac au tac, j'ai eu enfin l'impression de lire du Molière. Certes, Molière a copié des canevas déjà existants, et comme je l'avais dit pour l'étourdi, son super pouvoir de repompage des œuvres existantes bat son plein. Il reprend complètement les thèmes du travestissement de la pièce L'Intéressé, et ce n'est vraiment pas original. Beaucoup d'auteurs avaient repris ce thème, comme Shakespeare dans La Nuit des Rois, pour ne citer que le plus célèbre. Il réutilise les lazzi du serviteur poltron, de la servante délurée, des jeunes premiers chevaleresques, des jeunes premières pleines de vertu, des vieillards naïfs, du pédant et du bretteur. Et pourtant, il agrémente sa pièce de plusieurs originalités que n'ont pas les autres pièces, et même d'un thème, le chiffre 2. Dans Le Médecin volant, j'avais parlé du thème de la gémellité. Ce n'est pas le cas ici, c'est bien le chiffre 2, le double mais pas le jumeau. Je m'explique. Le cas le plus évident est le double couple Éraste-Lucille d'un côté, Gros René Marinette de l'autre. Les 2 couples sont volontairement en parallèle mais ne sont pas jumeaux. La différence de conditions sociales est affirmée et même accentuée avec l'épisode des présents que les amants se rendent. J'ai aussi remarqué que les personnages indépendants sont plutôt rares, tout va par 2. Éraste ne se sépare pas de Gros René, Lucille de Marinette et Valère de Mascarille. Les moments où les maîtres se retrouvent sans leurs valets sont rares, et l'inverse aussi.
Seule Mascarille consent à se séparer de Valère pour quelques scènes. C'est encore plus vrai pour Ascagne, qui de toute la pièce ne se sépare jamais de Frosine, son ange gardien. Pas des jumelles, mais elles sont deux. Albert et Polydore ont peu de scènes ensemble, mais leur parallélisme est évident avec la grande scène du quiproquo. Les thèmes du dépit amoureux et du travestissement sont donc inféodés au thème principal du chiffre 2. Ascagne elle-même est une bonne représentation de ce chiffre, à la fois homme mais femme, frère mais sœur, amie mais épouse, elle doit endosser tous ses rôles d'une scène à l'autre. Comme je l'ai dit, c'est à mon sens le personnage le plus intéressant et le plus complexe de la pièce. L'homosexualité et la transidentité ne pouvaient évidemment pas être évoquées sérieusement dans une comédie de mœurs du XVIIe siècle, ni d'un côté ni de l'autre. Ascagne Dorothée a beau avoir été traitée en homme depuis sa naissance, l'honneur est sauf. Elle a un cœur de femme et elle aime les hommes. Cependant, si la question est vite réglée avec Ascagne, je pense qu'on peut légitimement se poser des questions sur Valère, qui reçoit la déclaration de presque amour d'Ascagne homme à l'acte 2 sans en être offusqué, qui refuse de combattre Ascagne à l'acte 5 et qui change si vite ses sentiments avec Lucile dès qu'il apprend que son épouse est en réalité Ascagne Dorothée. Au lieu de se sentir trompé, il ne ressent que merveille, amour et plaisir. Un revirement assez étonnant, rapide, que la probable ressemblance entre Lucile et Ascagne ne permet pas de dissiper totalement. Ascagne homme plaisait-il déjà à Valère? On est tenté de le penser. Mais ce n'est pas le travestissement qui donne son nom à la pièce, c'est le dépit amoureux. Un double dépit amoureux, puisque les valets jouent la même pièce que leur maître. Ce dépit amoureux est compréhensible, mais improbable. Sérieusement, quelles étaient les chances pour que Lucile ait une sœur cachée qui épouse Valère, le rival d'Éraste, en secret et en se faisant passer pour la Lucile en question? Là, je m'interroge, parce que sur le papier, c'est pas logique. Autre point, la jalousie. Éraste n'a aucune raison de douter de la bonne foi de Mascarille, d'accord. Mais à l'acte 1, n'est-il pas en train de croire le valet de son rival plutôt que son amante? Et il rompt avec elle sans demander aucune explication? Ne parlons pas de Gros René, qui rompt avec Marinette par solidarité masculine sans qu'elle n'ait rien fait contre lui. D'ailleurs, ce dépit amoureux est si artificiel que la grande scène de réconciliation de l'acte 4 est mignonne, mais sans clarification de la brute de départ. Pas de confrontation d'arguments, pas de « est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as vraiment dit ça ?» Non. Simplement, ils se rendent compte qu'ils s'aiment et ils se réconcilient. Peut-être y a-t-il un triple dépit amoureux, celui du troisième couple de la pièce, Ascagne et Valère. Ascagne ne peut révéler sa véritable identité, elle peut en être légitimement dépitée. Valère est convaincu devoir épouser Lucile et il passe par tous les sentiments possibles, de l'amant triomphant à l'acte 1 au désespéré armé à l'acte 5, en passant par l'homme humilié à l'acte 3. Valère et Ascagne sont ceux qui ont le plus souffert durant la pièce, dont la situation paraît plus inextricable et par là plus tragique que le double couple maître-serviteur. Ce dépit amoureux-là est plus caché, mais tout aussi légitime. Bien sûr, le plus gros reproche qu'on peut faire à cette pièce est son invraisemblance. D'abord, l'histoire compliquée du bébé-fille que l'on remplace par un garçon pour la reprendre 10 mois plus tard, mais travesti en garçon. Autrement dit, la bouquetière accepte de donner son fils pour recevoir en échange la fille de son maître, elle apprend plus tard la mort de son fils bébé, et on lui arrache sa nouvelle fille au même moment pour remplacer le jeune défunt. Si ça vaut pas 15 ans de psychanalyse. Il faut aussi admettre qu'Albert et Lucile ont vécu avec Ascagne de ses 1 an jusqu'à l'âge adulte sans n'avoir jamais remarqué que c'était une fille. Que Valère ait passé plusieurs rendez-vous nocturnes avec Ascagne, l'ait épousé et consommé le mariage sans jamais s'apercevoir que c'était pas Lucile. Que Mascarille, lors de ces fameux rendez-vous, ne se soit jamais demandé « mais où est Marinette ?» Et il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur l'invraisemblance de cette comédie qui met à l'épreuve notre suspension consentie d'incrédulité, plus encore que l'étourdi, ce qui n'est pas peu dire. Mais le but de la pièce est de divertir, et elle y arrive très bien. Le dépit amoureux est parfois inutilement complexe, c'est pour ça que la pièce fut parfois simplifiée et réduite à 2 actes. Mais Molière commence sérieusement à prendre ses marques. Il est presque prêt pour les grandes comédies de mœurs qu'il écrivit quelques années plus tard. Son temps en province se termina, l'illustre théâtre osa revenir à Paris pour représenter devant le roi et obtenir un premier succès parisien. Ce sera Les Précieuses Ridicules, une pièce totalement à l'opposé du dépit amoureux, mais cela est une autre histoire.
Et avec Nefertitine, je fais quoi alors? Tu lui dis la vérité et vous essayez de régler cette histoire. Et au pire, vous faites comme dans la pièce. Vous vous rendez vos mots doux et vos cadeaux respectifs, et cela vous fera peut-être prendre conscience de ce que vous êtes l'un pour l'autre. Merci, monsieur. Mais ça va pas être facile de lui rendre des SMS et des repas cantine. Je suis dépité.